Bonjour et bienvenue pour la seconde partie de notre programme. Nous sommes sortis de Londres, nous avons pris de la hauteur grâce au téléphérique qui surplombe la Tamise, téléphérique ouvert au moment des Jeux Olympiques l'an dernier et qui a été financé en particulier par des fonds régionaux européens. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de la députée européenne verte, Jean Lambert. Bonjour Jean. Bonjour. L'Europe aujourd'hui est utile à la Grande-Bretagne et finance un certain nombre de projets très intéressants. Oui, bien sûr, ils font des projets d'infrastructure comme ici, et aussi il y a des gares à Londres, d'un part financés par l'Union européenne, et aussi plein de projets, des projets sociaux vers l'emploi. Il y a plein d'argent européen en Grande-Bretagne. Et pourtant, nous avons vu un reportage fictionnel dans notre première partie qui imagine qu'en 2018, la Grande-Bretagne aura quitté l'Union européenne. C'est plausible? Oui, c'est plausible. Je suis désolée, mais c'est plausible. Quand on voit les sondages, on voit que les Britanniques savent, la plupart des Britanniques savent presque rien sur l'Union européenne. Si on demande est-ce que vous pouvez donner le nom d'une institution européenne, il y a 66% des Britanniques qui ne peuvent pas nommer soit la Commission, le Parlement européen, et c'est aussi 66% qui ont envie de quitter l'Union européenne. Pourquoi David Cameron a-t-il précisément promis à son peuple un référendum? Je crois que pour Cameron, il y a quelques pressions. Pression de notre parti UKIP, le parti d'indépendance pour le Royaume-Uni, qui veut absolument quitter l'Europe. Très simple. Et maintenant, ils sont à 25-28% dans les sondages. Aussi pour le Parti conservateur, il y avait toujours un clivage sur le sujet de l'Europe. Il y a des gens qui croient qu'on perd vraiment une indépendance. La souveraineté parlementaire, c'est quelque chose de très important ici. Vous nous dites l'Union européenne est bénéfique. Vous avez beaucoup bénéficié en tant que verte de directives sur l'environnement? Oui, c'est vrai. Il y avait 20 ans que la Tamise était une rivière très sale. Il n'y avait pas de poissons, rien de vivant. Maintenant, ça a changé et c'est bien clair que c'est le résultat de la directive sur la qualité de l'eau. On fait plus à cause de l'Union européenne. Où vous voulez nous emmener? On va passer vers la barrière sur la Tamise, c'est juste là. Alors, on la voit oui, ici, oui, la grande barrière sur la Tamise. Prochaine destination de Jean Lambert. Oui, oui. Alors Jean, vous nous avez emmené sur la barrière de la Tamise qui permet d'éviter des inondations très dangereuses pour Londres. Et en tant qu'élue verte, vous y êtes forcément très sensible. C'est vrai que pour Londres, la menace la plus forte peut-être de réchauffement climatique, c'est les inondations. On a une histoire à Londres de ça. Et en ce moment, le gouvernement est en train de couper ce qu'on paie pour les travaux contre les inondations. Alors, David Cameron se félicite qu'il ne terminera pas l'année 2013 en récession puisqu'il aura plus 0,6% de croissance. Il n'empêche, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inflation en Grande-Bretagne, des coupes budgétaires dans les services publics qui font que le pouvoir d'achat baisse à tel point que le FMI a mis en garde ce gouvernement conservateur contre trop de coupes. Oui, je crois que le FMI a bien raison. Si on coupe trop, on détruit. Il y a en ce moment des gens qui sont en travail, mais qui ne gagnent pas assez d'argent pour vivre. Alors, ce n'est pas comme en Grèce, mais ça augmente ici aussi. Et sans investissement, sans avoir vraiment une vision de ce qu'on doit faire pour sortir de tous ces problèmes économiques, ces problèmes environnementaux aussi, on est perdu. Alors, il y a un autre référendum, pas seulement celui sur l'Union européenne, qui inquiète l'Angleterre, celui en 2014 prévu sur l'Écosse, qui pourrait se séparer du Royaume-Uni. Vous appelez
Jean, c'est un nom écossais. Oui, c'est bien vrai, ma mère est écossaise. Il y a une question d'identité. Qu'est-ce que c'est l'identité de Bretagne sans Écosse? Oui, il serait plus grande, hein, la Bretagne, puisqu'elle serait toute seule. Elle serait plus Grande-Bretagne. Il y a 300 ans, les Écossais ont renoncé à leur propre parlement pour épouser celui de Westminster. Et puis, ils ont réintroduit en parlement en 1998. Et dans la foulée, le leader du parti nationaliste écossais qui a pris le pouvoir, Alex Salmond, voudrait un référendum en 2014. Cameron a lâché sur le sujet et beaucoup d'inquiétudes autour de l'idée que les Écossais pourraient dire bye-bye à la Grande-Bretagne. On regarde ce reportage. Séjour de Highland Games à Aberdeen dans le nord-est de l'Écosse. Un événement sportif où l'on s'affronte dans des épreuves de force comme le lancer de poids ou le tir à la corde, mais aussi dans des concours de danse traditionnelle et de cornemuse. Une manière de réaffirmer, de défendre leur culture à l'heure où le Premier ministre Alex Salmond appelle à un référendum pour l'indépendance. Gus a enfilé son kilt comme tous les week-ends d'été. C'est quoi être écossais ? Ça veut dire beaucoup de choses. Mon prénom, c'est Gus. Mon nom de famille, c'est McCaskill. Je joue de la cornemuse. Être écossais, c'est tout ça. C'est une tradition et une histoire incroyable. Alors Gus rêve déjà d'une Écosse indépendante. Quand on regarde ce qu'on reverse à la Grande-Bretagne, ce n'est pas équitable par rapport à ce qu'on en tire en termes de bénéfices. Pour moi, faire partie de la Grande-Bretagne n'est pas avantageux, et particulièrement chez nous à Aberdeen, parce que c'est ici que se trouvent les industries gazières et pétrolières. Je ne pense pas qu'Aberdeen elle-même tire profit de tout l'argent qui est généré dans cette partie du pays. Si ces deux amis partagent leur passion de l'Écosse, ils sont divisés quant à son avenir. J'ai voté SNP simplement pour avoir une voix écossaise en Écosse, pas pour l'indépendance. Le fait d'avoir le SNP en Écosse rassure, si vous voulez. Ce n'est pas une marionnette de Westminster. Fred et Angus reflètent bien le sentiment général en Écosse. Si le Parti national écossais a été élu en 2011 avec plus de 50% des voix, aujourd'hui seuls 30% des habitants souhaitent l'indépendance. Il faut dire que la région bénéficie déjà d'une grande autonomie depuis 1999. Les partisans du non pensent que l'Écosse aurait tout à perdre à voler de ses propres ailes. Better Together pense que l'Écosse bénéficie du meilleur des deux mondes. D'une part, avec un parlement écossais fort, une autonomie absolue en ce qui concerne la santé, l'éducation et l'environnement. Et d'autre part, en restant dans la Grande-Bretagne, ce qui nous permet d'avoir une sécurité commerciale et économique. Mais aussi en termes de défense, on est mieux ensemble. Si le oui l'emportait en septembre 2014, plusieurs questions resteraient en suspens. Comment se partager le pétrole de la mer du Nord? Quelle monnaie utiliser? Comment renégocier son adhésion aux organisations internationales comme l'OTAN, l'ONU et surtout l'Union européenne? En campagne pour le oui à l'indépendance, le SNP se veut rassurant. L'Écosse est un pays riche et nous devons utiliser ces richesses au bénéfice de toutes les personnes qui vivent en Écosse. Nous sommes conscients de vivre dans un monde interconnecté, donc bien sûr, nous voulons maintenir l'union monétaire avec la Grande-Bretagne qui facilite le commerce. Nous voulons rester dans l'Union européenne parce que c'est l'union commerciale la plus puissante. Et bien sûr, nous sommes européens. Il n'y a pas de contradiction à vouloir être indépendant et à poursuivre les relations étroites avec nos voisins britanniques et nos amis européens. Selon Eberhard Bort, la question européenne pourrait bel et bien influencer le vote, à l'heure où David Cameron annonce la tenue d'un référendum sur une éventuelle sortie de l'Union européenne. Ça pourrait influencer le vote l'année prochaine, parce qu'il y a une petite partie des Écossais qui ne voteraient pas pour l'indépendance, mais qui se disent que si c'est la seule chance ou la seule garantie pour que l'Écosse reste dans l'Union européenne, alors il faut envisager le oui au référendum. Pourtant, Bruxelles a déjà prévenu, l'adhésion à l'Union européenne ne serait pas automatique et le pays risquerait d'être confronté dans son processus d'entrée à un veto du Royaume-Uni. Jean Lambert, vous nous avez emmenés dans le sud-est du pays, à Gravesend, où se trouve le plus grand temple sikh d'Europe. Une communauté très pacifiste, très bien intégrée.
Oui, c'est vrai. Il y a des élus ici. Le maire de Gravesend l'année passée vient de cette communauté ici. There's a bedding going on. Traditionally, all the beddings are either Saturday or Sunday, and the bedding, religious part of the bedding is just finished. We got about 700,000 people, Sikhs living in Britain, and they start coming here at the early 40s because the British government asked the people in Punjab, those who are in the army, so that they can come here and join to work in the factories. The people are more tolerant here about our way of living life and article of faith like wearing turban. There are, I think, about 300 local councillors in different localities. Les gens qui viennent de Commonwealth, plusieurs d'entre eux ont le droit de vote, le droit de se présenter comme candidat, pas seulement au niveau local, mais aussi au Parlement et même au Parlement européen. Alors les Sikhs, ils ont une revendication, c'est de pouvoir porter le turban dans l'administration, dans les écoles, ce qui n'est pas possible en France par exemple. C'est des modèles d'intégration très différents, français et britanniques. Oui, mais ici, on voit assez souvent, même si on arrive à Saint-Pancras avec l'Eurostar, il y a les dames des douaniers qui portent le foulard. Et ça, c'est pour nous, maintenant c'est normal. C'était un débat, bien sûr, mais on a dit, alors si on veut des gens des communautés dans nos services publics, on doit aussi demander à ces gens, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter cette intégration, cette participation aussi. Et il me semble que nous avons des histoires, bien sûr, très différentes entre la France et la Grande-Bretagne. Histoire de laïcité, nous avons Église établie, etc. Il y a toute une différence, mais pour nous, c'est le chemin que nous avons choisi. Mais est-ce qu'il faut laisser parler les plus radicaux? On pense bien sûr à cet islam qui est présent dans les rues, dans les mosquées et même à la télévision, sans limite. Oh, ce n'est pas sans limite. Il y a des gens qui sont maintenant en prison parce qu'ils ont trop dit. Ils ont demandé que les gens agissent et agissent avec violence. Ici, on essaie de faire une différence entre un vocabulaire, une liberté de passion, mais pas une liberté de violence. Le meurtre sanglant d'un soldat britannique a beaucoup choqué l'opinion en Grande-Bretagne, mais aussi dans le reste de l'Europe, où l'on se demande quel est le meilleur modèle à suivre en matière d'immigration et d'intégration. Notre reporter est allé rencontrer un islamiste des plus radicaux, dont le mouvement a été d'ailleurs interdit en 2010, mais qui pour autant n'hésite pas à s'exprimer avec une virulence que vous allez découvrir. L'homme à droite sur ces images, c'est Anjem Choudary, fondateur de mouvements extrémistes interdits en Grande-Bretagne, comme El Muhajiroun, créé avec Omar Bakri, prédicateur salafiste proche d'Al-Qaïda, exilé au Liban. Une douzaine de membres de cette organisation a été reconnue responsable des attentats de Londres en 2005. Et Michael Adebolajo, l'un des meurtriers du soldat tué à Woolwich, a été formé par Bakri et Choudary. Il y a quelque chose qui s'appelle le djihad défensif dans l'islam. Si tu vas dans des pays musulmans et que tu les bombardes, je pense que ce n'est pas illogique et irrationnel qu'ils te renvoient l'appareil, qu'ils reviennent et mettent une bombe dans ta propre ville. Donc aujourd'hui, vous encouragez les gens à mettre des bombes ici ? J'encourage des gens à obéir à la charia. Je ne peux pas condamner quelqu'un quand il suit ou considère suivre une opinion islamique. Hors caméra, Choudary nous affirmera que celui qui tue au nom de la charia est un combattant qui ira au paradis. Abdul Mouhid, proche de Choudary, nous propose de le suivre dans le désormais célèbre Londonistan, quartier est de Londres. Cet islamiste sort de 3 ans et demi de prison pour incitation au meurtre et financement de terrorisme. Aujourd'hui, il se sert des réseaux sociaux pour trouver de nouvelles recrues, en prison notamment. Un rapport parlementaire publié en février 2012 identifie la prison et Internet comme les principaux lieux de propagation des idées extrémistes. La prison ne m'a pas changé d'un iota. Cela n'a rien changé.
Au contraire, cela m'a plutôt donné l'opportunité d'étudier davantage le Coran, étudier encore plus la vie du prophète Mahomet. Pour diffuser leur message, ceux qu'on appelle les Woolwich Boys postent des vidéos sur YouTube de ce qu'ils ont nommé les patrouilles de la charia. Ici, ils interpellent un jeune homme qu'ils considèrent comme homosexuel. Pourquoi t'es habillé comme ça? Pourquoi vous m'ennuyez? Parce que tu te promènes sur un territoire musulman habillé comme un homo. Tu dois dégager. Allez, dégage vite. Sur cette autre vidéo, nous retrouvons Abdul Mouhid lors d'une patrouille. Le but, interdire la prostitution ce jour-là, l'alcool une autre fois. Aux abords de cette mosquée de l'Est de Londres, beaucoup craignent que cette minorité d'extrémistes ne remette en cause le multiculturalisme à l'anglaise. Au Conseil musulman britannique, Farouk Mourad tient à condamner fermement ces pratiques. Ces gens ne représentent pas la communauté. Je pense, en tant que musulman, je suis venu dans ce pays, j'ai évolué dans ce pays, je fais partie de cette société. Et ma religion me dit que c'est un devoir religieux de respecter les lois du pays dans lequel je vis. Comment expliquer la multiplication de ces actes sans que leurs auteurs soient inquiétés? Cet ancien agent antiterroriste y voit les conséquences du modèle britannique lui-même. Il faut être bien conscient que dans notre société, ce n'est pas illégal d'avoir des opinions radicales. Vous pouvez même tenir les propos les plus extrémistes sans que ce soit illégal. La limite est franchie uniquement en cas de glorification du terrorisme, de conspiration dans le but de commettre un acte terroriste, d'encouragement à commettre un acte terroriste. Dans ces cas-là seulement, ça tombe sous le coup de la loi. Des nuances qu'Anjem Choudary et ses proches ont bien assimilées, au point de flirter sans cesse avec les lignes rouges, mettant en danger la cohésion du modèle d'intégration britannique. C'est à Gravesend, petite commune multiculturelle, que nous disons goodbye à la Grande-Bretagne, mais nous nous retrouvons en ce qui nous concerne le mois prochain dans un autre pays de l'Union. À très bientôt à tous.